Bien, bonjour à tous et merci d'être là pour cette première, parce que c'est une première, c'est la première du cycle des conférences collégiales de Strat. Voilà, c'est un cycle de conférences qui est évidemment dédié à nos étudiants, à nos enseignants, mais à tout l'écosystème de Strat, c'est-à-dire à tous les gens qui s'intéressent au design et à la capacité du design de changer ce monde. Mais pour changer ce monde, il faut le comprendre, et pour le comprendre, il faut l'éclairer. C'est tout l'objectif de ce cycle de conférences. Je suis très heureux d'accueillir Caroline Deas comme première conférencière du cycle du collégial de Strat. Alors, je vais être assez rapide. J'imagine que vous décrirez votre parcours et puis les raisons pour lesquelles vous nous parlez de ce sujet aujourd'hui. Moi, je voudrais à la fois me réjouir et m'attrister du fait que cette première conférence, c'est l'égalité femmes-hommes. Je m'en réjouis parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet qui structure nos vies, qui va structurer nos vies encore plus que jamais, parce que depuis les Lumières, il a fallu un certain temps avant que cette question devienne une question centrale, et visiblement, elle n'est pas totalement résolue, et c'est pour ça que ça m'attriste. C'est-à-dire que j'aurais tellement aimé que la première conférence n'ait pas comme titre l'égalité femmes-hommes, parce que ça ne devrait pas être un problème, et visiblement, c'en est toujours un, et ça risque de l'être encore un certain temps, parce que les inerties culturelles et structurelles, eh bien, elles ont, par définition, elles ont la vie dure, sinon ça ne serait pas des inerties. Donc, Caroline, merci beaucoup pour être cette première conférencière, et j'attends avec impatience de vous écouter. Vous mettez la pression là. Bonjour à toutes et tous. Tout le monde m'entend là? C'est la première fois que je fais ça, donc je suis un peu genre impressionnée. Le micro. Donc je m'appelle Caroline Deas, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais donc, alors pour me présenter rapidement, il y a deux parties en fait dans ma vie. Il y a aussi une partie personnelle, mais je vous propose qu'on n'en parle pas ce soir, à moins que vous ayez envie. Ma vie personnelle est très intéressante aussi. Mais dans ma vie publique, entre guillemets, il y a deux parties. Il y a la partie associative et la partie professionnelle. Ça, c'est normal. La partie associative, je vous ai mis le logo de la dernière initiative à laquelle j'ai participé. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est sorti cette semaine. C'est un site qui s'appelle matchholland.fr, qui n'a rien à voir avec le nom du président de la République, hein, mais qui a vocation à interpeller, on vous a posé plusieurs fois la question quand même, qui a vocation à, dès qu'il y a une initiative publique qui est prise et qui relaie des stéréotypes sexistes, à interpeller les auteurs de cette campagne de pub, de ces propos politiques, peu importe. Là, aujourd'hui encore, on vous a sorti un exercice pour des CP dans lequel il était expliqué que les papas travaillaient pendant que les mamans faisaient le ménage. Bon, toutes ces genres de choses-là qui correspondent plus tout à fait à la réalité. On va y revenir, hein, les mamans font toujours le ménage, mais elles travaillent aussi en même temps. Tous ces éléments qui correspondent plus tout à fait à la réalité et qui véhiculent des stéréotypes, on les épargne sur matchholland.fr et chacune et chacun peut agir en un clic ou deux clics, envoyer un tweet, poster un truc sur Facebook ou interpeller par mail. Et dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc une entreprise de 3 salariés maintenant, on vient d'agrandir encore l'entreprise. C'est une entreprise qui fait de la formation, du conseil, de la communication, de l'accompagnement, principalement des collectivités ou des administrations, un petit peu aussi des entreprises, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une aventure en fait qui commence en mai 2012, au moment où, après l'élection présidentielle, il y a le premier gouvernement héros qui est nommé. Non mais rigolez pas, c'est sérieux quand même. Là, il ne faut pas rigoler quand j'affiche des résultats politiques, on pourrait être vexé. C'est au moment où le premier gouvernement héros est nommé, donc moi je suis appelée par Najat Vallaud-Belkacem, qui est ministre à l'époque des droits des femmes et porte-parole du gouvernement, pour travailler dans son cabinet ministériel. Et donc je me retrouve conseillère en charge des politiques féministes au cabinet de la ministre des droits des femmes. Et à ce moment-là, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on va réussir à mettre en œuvre une politique publique dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Généralement, quand vous arrivez dans un cabinet ministériel, même s'il y a un changement de gouvernement, il y a quand même une administration qui fait le lien entre ce qui se passait avant et ce qui se passe. Donc, il y a des changements de politique, évidemment, normalement. Quand il y a un changement de gouvernement, normalement, il y a des changements de politique. Mais il y a quand même une administration qui fait le relais. Là, la particularité du ministère des droits des femmes, c'est qu'on arrive dans un ministère qui n'existait plus depuis 25 ans. Ça faisait 25 ans qu'en France, on n'avait plus de ministère des droits des femmes de plein exercice. Et donc il y a une administration, mais qui est une administration qui depuis 25 ans fonctionne sans ministère de plein exercice. Et donc on se retrouve dans un ministère où il faut réinventer un petit peu
toute la façon de faire des politiques publiques sur les droits des femmes. On n'a plus en France à ce moment-là une culture de la politique publique en matière de droits des femmes. On a une culture de politique publique en matière d'éducation nationale, qu'on peut saluer ou non. On a une culture de politique publique en matière de fonction publique territoriale, collectivité locale. On n'a pas de culture de politique publique en matière de droits des femmes. Et donc on réfléchit à ce moment-là, la ministre essaie de réfléchir à comment mettre en œuvre ça. Et pour essayer de réfléchir à ça, elle va contacter la précédente ministre des droits des femmes. Je ne sais pas si vous savez qui était la première ministre des droits des femmes, et la seule en fait avant Najat Vallaud-Belkacem. Non, pas Simone Veil. Non, pas Françoise Giroud. Françoise Giroud, elle était ministre déléguée seulement, à la condition féminine sous Valéry Giscard d'Estaing. La première ministre de plein exercice, c'est en 1980, c'est Yvette Roudy. Ça vous dit quelque chose, Yvette Roudy? Yvette Roudy, bon bah voilà, retenez ce nom, Yvette Roudy, la première ministre des droits des femmes, et donc, qui est aujourd'hui une vieille dame, mais qui est toujours là, et donc qui raconte toujours son expérience. Et donc, elle rencontre Najat Vallaud-Belkacem, et elle lui dit, moi j'ai eu un problème dans la mise en œuvre de mes politiques publiques, c'est que moi je portais les projets, le président de la République, le Premier ministre de l'époque me soutenait plus ou moins, mais plutôt plus à l'époque, elle avait plutôt l'oreille notamment de François Mitterrand. Par contre, elle a rencontré un vrai problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à travailler en équipe avec les autres ministres. Elle avait du mal à faire fonctionner l'interministérialité. Quand elle essayait de prendre la parole en Conseil des ministres, quand elle essayait de mobiliser les autres ministres sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle se heurtait à un mur. Les gens lui disaient, ce que généralement on continue à entendre quand on commence à parler d'égalité femmes-hommes, faites le test, peut-être que vous l'avez sans doute pour certains d'entre vous déjà fait, dans votre entourage privé, votre entourage professionnel, votre entourage d'études, généralement vous avez ce petit sourcil qui se lève, vous savez, franchement t'as rien de mieux à faire, franchement. Il n'y a pas d'autres priorités. Hein. Il y a Ebola, la faim dans le monde, c'est la guerre, la crise, et toi tu nous parles d'égalité entre les femmes et les hommes. Franchement, tu n'as pas autre chose à faire. Quoi. Et Yvette Roudy, elle se heurtait à ça. Et on continue aujourd'hui à se heurter à ça. Et donc la première mesure que prend Najat Vallaud-Belkacem, je ne parle pas des... Évidemment, il y a une loi qui arrive tout de suite sur la question du harcèlement sexuel, etc. Mais dans la façon de penser les politiques publiques, d'organiser l'action publique, la première chose à laquelle elle pense, c'est le fonctionnement interministériel. Elle essaye de mettre en œuvre, de mobiliser, de créer, de penser des outils qui vont permettre aux ministres de s'intéresser, de gré ou de force, on espère plutôt de gré, à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cette politique interministérielle, elle est résumée en fait dans une circulaire de Jean-Marc Ayrault qui date du 23 août 2012, qui résume bien la façon nouvelle de faire des politiques publiques en matière de droits des femmes en France. Et dans cette circulaire, Jean-Marc Ayrault dit aux ministres qu'ils vont suivre, certains ministres diront après qu'ils auront subi, non pas qu'ils auront suivi, mais qu'ils auront subi des séances de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc les 30 ministres à l'époque du gouvernement, il y en a une trentaine, vont suivre un stage, je sais pas, on pourrait dire un stage, un séminaire de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce séminaire, c'est celui que je vais vous présenter là. Donc il dure 45 minutes, c'est moi qui l'ai construit au moment où j'étais au cabinet de la ministre, et j'ai formé individuellement 32 ministres à l'époque dans leur bureau, pendant 45 minutes chacun, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc je vais vous présenter, si vous le voulez bien, le module. Si vous ne voulez pas, je serai un peu ennuyée parce que je n'ai pas trop d'autres trucs à vous proposer. Si vous êtes d'accord, c'est mieux. Et puis après, si vous voulez, on en discute. Si vous ne voulez pas, je vais rentrer chez moi. Mais si vous voulez bien, on en discute. J'ai un tic en fait de langage, c'est que je passe mon temps à dire je vous propose, si vous voulez bien, etc. Parce que comme je suis formatrice de profession, dans les formations, on passe notre temps à dire si vous voulez, je vous propose pour embarquer la salle avec nous. Mais ça marche moins bien dans les conférences où il y a beaucoup de monde et où on parle avec un micro. Donc je vous propose de faire la sensibilisation. Vous pouvez choisir d'être ministre si vous voulez, quel que soit le ministre que vous voulez. Alors ça peut être ce gouvernement ou celui d'avant, je ne juge pas de couleur politique évidemment, ça marche avec tout le monde. Vous pouvez aussi être préfet, tous les préfets ont suivi cette formation. Et aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise avec lesquels on travaille suivent cette sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. On l'a fait dans des comités de direction, dans des comités exécutifs de grandes entreprises, où on présente ça aux équipes dirigeantes. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il dure 45 minutes, et quand vous vous adressez à des chefs d'entreprise, à des dirigeants ou à des hauts fonctionnaires, ils sont tellement débordés qu'ils vous disent on n'a pas le temps. Et quand vous arrivez avec un outil qui dure 45 minutes, c'est beaucoup plus pratique, évidemment, d'arriver à organiser un événement autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça vous va? Oui? Tant mieux. Donc, cette sensibilisation à l'égalité femmes-hommes et aux stéréotypes sexistes, Madame ou Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté de suivre cette sensibilisation. Elle trouve son origine dans une circulaire envoyée par Jean-Marc Ayrault à l'ensemble des membres du gouvernement en août 2012, dans laquelle le Premier ministre propose des séances de sensibilisation des ministres.
Alors cette idée de sensibiliser les membres d'un gouvernement à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas une idée qui est venue de nulle part, hein. C'est pas trop la tradition politique en France de former des ministres, hein. Surtout sur un sujet comme l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une idée en fait qu'on est allé chercher en Suède. La Suède, vous savez, qui est un pays plutôt en avance en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, et on s'est rendu compte qu'en Suède, ils formaient 3 fois par an leurs ministres à l'égalité femmes-hommes. On s'est dit c'est quand même bizarre que dans un pays qui est autant en avance, ils estiment nécessaire de former leurs ministres. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en Suède, ils faisaient le constat suivant, c'est que tous les ministres disaient la main sur le cœur, l'égalité, c'est ma priorité, bien sûr. En fait, c'était jamais la première, c'était toujours la deuxième, la troisième, voire en fait plutôt la 150e priorité. Et ce pour une petite raison très simple, qu'ils ont observé en Suède, mais qu'on peut observer en France, et qu'en fait on peut observer dans tous les pays du monde. Vous, moi, comme les ministres, nous baignons dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'illusion de l'égalité. En matière de droits des femmes, on a tellement avancé ces dernières décennies, notre situation à nous est tellement différente de celle de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères, que par un bizarre effet d'optique, ces progrès, par un bizarre effet d'optique, nous donnent le sentiment qu'on est presque arrivé. Vous savez, c'est cette petite phrase qu'on entend assez régulièrement, faites le test aussi chez vous un jour si vous voulez. Quand vous commencez à parler d'égalité femmes-hommes, franchement, globalement ça va quand même. Hein. Globalement ça va, tu vas pas te plaindre, globalement ça va. Généralement d'ailleurs on utilise des comparatifs. Par exemple, on vous dit par rapport à ta grand-mère, ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Ou alors par rapport à un autre pays, au hasard, l'Afghanistan, ça va quand même beaucoup mieux en France qu'en Afghanistan. Alors oui, ça va beaucoup mieux en France qu'il y a 150 ans, et ça va beaucoup mieux qu'en Afghanistan. Mais quand on travaille sur les politiques publiques ou qu'on dirige une entreprise, la géopolitique et l'histoire c'est très intéressant, mais ce qui nous intéresse plus c'est la situation aujourd'hui des individus. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur cette illusion de l'égalité, parce que dans la société, la majorité de la population a le sentiment que globalement ça va, tu vas pas te plaindre. Et véhicule à travers ça un certain nombre d'idées reçues sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous donne 2 exemples de petites phrases que vous avez peut-être déjà entendues dans votre entourage. Je vous laisse regarder. Les nouveaux pères seraient donc plus impliqués dans les tâches domestiques et les filles préfèrent les lettres. Vous avez déjà entendu ce genre de petites phrases? Ouais. Vous les entendez aussi si vous écoutez par hasard un jour le journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 à midi. Il y a ce genre de phrases qui sont dites au milieu de plein d'autres stéréotypes sur les fonctionnaires, les syndicalistes ou je ne sais quoi encore. Et bien ces 2 phrases, elles sont fausses. D'accord? Alors, j'exagère la première, elle est presque vraie. On s'est juste trompé d'une lettre. D'accord? C'est pas les nouveaux pères, c'est des nouveaux pères sont plus impliqués dans les tâches domestiques. Il y en a quelques-uns, j'en ai rencontré. Ils sont très minoritaires et ils permettent malgré tout de faire bouger un peu la statistique. En 25 ans, on a gagné 6 minutes par jour dans la répartition des tâches domestiques. Donc à ce rythme-là, les nouveaux pères seront majoritaires dans la société, parmi les nouveaux pères qui s'occupent des tâches domestiques, dans à peu près 553 ans. Donc on a encore un peu de marge, évidemment. Et puis la deuxième, elle est totalement fausse, parce que si vous regardez en seconde générale, la plus grande partie des jeunes filles choisissent la filière scientifique et la plus petite partie la filière littéraire. D'accord? Donc je vous propose maintenant qu'on regarde dans la vie d'une jeune femme prise au hasard, prenons une jeune femme au hasard, et regardons la réalité des inégalités. D'accord? C'est quoi la situation d'une jeune femme en France en 2014? Non pas l'illusion de l'égalité, mais la réalité des inégalités. Quand je dis au hasard, c'est pas tout à fait au hasard, parce que si un jour, comme moi, vous devez construire, ça vous arrivera peut-être, un PowerPoint sur l'égalité, ou un prédit, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, et que, comme moi, naïvement, vous allez sur Google Images pour illustrer votre présentation, et donc dans la barre de recherche de Google Images, vous tapez silhouette femme, bien sûr, hein, pour illustrer votre PowerPoint. C'est pas du tout ça que Google vous propose. Hein. Vous avez le choix entre ça, ça, ça ou ça. Enfin, au choix. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans un instant sur les stéréotypes. Donc en descendant très bas dans les recherches Google, je tombe sur ma silhouette lambda. Donc prenons une jeune femme presque au hasard, parmi les 33,7 millions de femmes qui vivent en France. À gauche, vous avez sa vie professionnelle, à droite, sa vie personnelle. 27%, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est quoi? Les écarts de salaire. Écarts de salaire. Vous prenez toutes les femmes, tous les hommes qui travaillent en France, vous faites une moyenne de leur salaire, les femmes gagnent en moyenne 27% de moins. Je ne parle pas de nos grands-mères, je parle du 21e siècle, de 2014, d'accord? Les femmes, aujourd'hui, sur le marché du travail, gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes. Ces 27%, ce n'est pas à poste égal. Hein. C'est 27%, tout salaire confondu. La première des raisons, c'est le temps partiel. Vous avez une femme sur 3 en France qui travaille à temps partiel.
Et ce temps partiel explique une grande partie des inégalités salariales. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des emplois. C'est-à-dire que la moitié des femmes salariées en France, 1 sur 2, est concentrée sur un tout petit segment du marché du travail, 15% des métiers, qui sont généralement les métiers de service, d'emploi à domicile, dans lesquels le droit à la formation, la progression de carrière, le niveau de salaire est largement inférieur à la moyenne. Quand on essaie de décortiquer les inégalités professionnelles, il reste quand même 5 à 7 points inexpliqués. C'est-à-dire que simplement parce qu'on est femme, à poste égal, à compétence égale, on est en moyenne payé 5 à 7% de moins que les hommes. D'accord ? C'est de la discrimination pure, qui est évidemment illégale. Toutes les autres inégalités, tous les autres, les 27%, s'expliquent par des raisons structurelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais qu'on s'en occupe différemment. On ne peut pas, par une loi, par exemple, on pourrait, mais ça sera compliqué, décider de supprimer le temps partiel, par exemple. Par contre, on peut agir dans les entreprises ou dans la fonction publique pour amoindrir le temps partiel ou essayer de faire en sorte que le temps partiel soit pris de manière mixte entre les femmes et les hommes. En fin de carrière, ça donne une différence par mois de 600 € dans le montant de la retraite des femmes et des hommes. D'accord ? Donc chaque mois, en moyenne, aujourd'hui en France, les femmes touchent 600 € de moins que les hommes dans le montant de leur retraite. Alors ça fait... Pardon, ça c'est sa vie professionnelle. Ça fait déjà un bon paquet d'inégalités quand même, dans sa vie professionnelle, à la jeune femme en question en 2014. On va maintenant regarder sa vie personnelle. Alors à votre avis, 18 heures, qu'est-ce que ça peut être? C'est 18 heures par semaine. Hein. Le ménage? Oui. Donc c'est bien le ménage que ça concerne, mais attention, hein, les femmes ne font pas 18 heures par semaine de tâches domestiques. Hein. Elles font 18 heures par semaine en plus de leur conjoint. D'accord? En moyenne. En moyenne, les femmes passent chaque semaine 18 heures de plus que leur conjoint à faire des travaux domestiques. Ménage, s'occuper des enfants, les courses, etc. Ces 18 heures, évidemment, qu'elles ne passent pas à faire autre chose, s'occuper de leur carrière, du loisir, de la détente, etc., etc. Si cette jeune femme veut faire de la politique, on lui conseillera sans doute de se présenter à l'échelon municipal. Hein, c'est généralement le premier échelon auquel on commence. Bon là, elle a un peu raté le coche, hein, c'était il y a quelques mois, il faudra qu'elle attende le prochain coup, mais quand même, généralement, grâce à la loi sur la parité, elle a toutes les chances du monde d'être adjointe au maire, souvent en charge de l'action sociale ou de la petite enfance. Hein. C'est plutôt là qu'on trouve les femmes généralement. Par contre, si elle veut être maire, ça va être plus compliqué. En France, en 2014, on a 16% de femmes qui sont maires de communes. 84% des maires de communes en France sont des hommes. Le chiffre suivant, il concerne les violences faites aux femmes. Et ce chiffre-là, il vient sacrément percuter notre illusion de l'égalité. En France, chaque année, 75 000 femmes sont victimes de viol. D'accord ? En France, chaque année, 75 000 femmes sont victimes de viol. Ça, c'est un chiffre qui vient sacrément percuter notre illusion de l'égalité. Parce qu'une société dans laquelle il y aurait presque l'égalité entre les femmes et les hommes, on n'aurait pas 75 000 femmes par an qui sont victimes de viol. Ce chiffre-là, c'est une enquête qui est menée par l'INSEE. Ce n'est pas le nombre de viols déclarés à la police. Hein. On estime qu'il y a à peu près une femme sur 10 qui porte plainte. Et il y a à peu près 2% des violeurs dans la société qui sont condamnés. Donc 98% des viols restent impunis. D'accord ? Donc ce chiffre-là, il vient sacrément percuter notre illusion de l'égalité. Il vient aussi sacrément percuter notre représentation de notre monde à chacune et chacun d'entre nous. Parce que quand on parle des violences faites aux femmes, l'image qui arrive le plus souvent dans notre tête, c'est ce qu'on voit à la télé. Donc ça peut être la joggeuse qui est assassinée dans un bois pendant qu'elle faisait son jogging, ça on nous en parle à la télé. Ou généralement c'est la jeune femme dans une ruelle sombre, généralement dans notre imaginaire on lui met une mini-jupe, ça permet aussi d'expliquer que la façon dont elle s'habille pourrait éventuellement la tenir responsable des violences. Ces deux faits existent. Il y a des joggeuses assassinées, c'est horrible, dans les bois. Il y a des jeunes femmes agressées sexuellement dans des ruelles sombres quand elles sont en mini-jupe. Mais c'est une extrême minorité des violences. Dans 8 cas sur 10, la femme connaît le violeur. D'accord ? Donc c'est quelqu'un de son entourage. C'est pas quelqu'un dans un fond d'un bois qu'elle ne connaît pas ou dans une ruelle sombre. C'est quelqu'un de son entourage. Et dernier élément sur ce chiffre-là, il veut dire aussi, 75 000 par an, que chacune et chacun d'entre nous, dans notre entourage proche, sans doute dans notre famille, nous connaissons une femme qui a été victime de viol. Généralement, nous ne le savons pas, parce que c'est totalement tabou dans la société. D'accord ? On pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez sur cette question-là, parce que c'est souvent une question qui déclenche un chiffre qui déclenche beaucoup de questions. Dernier chiffre, avant d'en terminer avec cet état des lieux de la société en France en 2014, c'est 40%. Quand un enfant arrive dans une famille, dans 40% des cas, la carrière de la mère est impactée. Impactée en négatif.
je mets des guillemets à négatif, je ne porte pas là de jugement de valeur sur le fait que ce soit bien ou pas bien de faire sa carrière ou de s'occuper de ses enfants ou de faire les deux en même temps. Quand je dis un impact négatif, c'est purement du point de vue du travail, c'est-à-dire qu'elle va travailler moins, elle peut passer à temps partiel, sa carrière va se ralentir, ses augmentations de salaire vont avoir tendance à se tasser. Dans 40% des cas, ça impacte la carrière des femmes. Est-ce que, à votre avis, les hommes voient leur carrière impactée par l'arrivée d'un enfant? Oui? Combien de pourcents? 5%. Dans 5% des cas, la carrière d'un homme est impactée par l'arrivée d'un enfant. Tous ces chiffres-là, ils sont issus d'enquêtes menées par la DARES, l'adresse, l'INSEE, qui permettent de montrer, par des enquêtes à la fois qualitatives et quantitatives, l'impact de l'arrivée d'un enfant sur la carrière. Le plus intéressant, c'est pas tant la différence de chiffres. On pouvait s'en douter, hein, vu que les femmes assument à peu près 80% des tâches parentales, aujourd'hui en France. 80%, ça veut dire que c'est une moyenne, hein. Ça veut dire qu'il y en a c'est 50 et puis d'autres c'est 100. Évidemment, on sait bien que l'impact de l'arrivée d'un enfant est le plus important sur la carrière des femmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde quel type d'impact ça a. Je vous ai dit, quand une femme a un enfant, dans 40% des cas, ça impacte sa carrière en négatif, du point de vue de la progression de carrière, hein, je ne parle pas de sa vie en général. Donc, ralentissement, temps partiel, perte de salaire, etc. À votre avis, pour les 5% d'hommes dont la carrière est impactée par l'arrivée d'un enfant, c'est en négatif ou en positif? En positif. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Les 5% d'hommes qui voient leur carrière impactée par l'arrivée d'un enfant, ce sont généralement des pères de familles nombreuses, dont la conjointe passe à temps partiel ou arrête de travailler, et eux, ils sont obligés de mettre le turbo sur la carrière pour compenser la perte de salaire. Vous voyez? Et donc ça va être en fait un vecteur, par effet ricochet, d'accélérateur de leur carrière. Donc tous ces chiffres-là, ils viennent quand même sacrément percuter notre illusion d'égalité. Vous savez, cette petite phrase dont on parlait tout à l'heure, ça va, franchement, globalement, ça va, tu ne vas pas te plaindre. Alors c'est sûr, ça va mieux qu'il y a 150 ans, ça va mieux qu'en Afghanistan. Est-ce que pour autant la situation des femmes aujourd'hui, en 2014, en France, est satisfaisante? Est-ce qu'on peut dire que globalement ça va? Les chiffres de l'INSEE montrent qu'il y a encore évidemment une grande marge de progression avant d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à faire bouger les choses? Parce que c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Ça fait quand même 40 ans qu'il y a des lois, des décrets, des règlements, que tout le monde s'excite sur il faut faire l'égalité, etc. Donc on n'y arrive pas. Ça progresse, mais ça progresse tellement doucement qu'à ce rythme-là, il se passera encore 2 ou 3 000 ans avant qu'il y ait l'égalité dans l'ensemble des pays du monde. Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à faire bouger les choses? La première raison, il faut aller la chercher dans l'histoire. Quand on pense aux droits des femmes, on pense au XXe siècle, d'accord? C'est le siècle pendant lequel les femmes ont gagné de nombreux droits. Ça permet de se rendre compte, par exemple, que nos grands-mères, en tout cas la mienne, n'avaient pas le droit, au début de sa carrière, de travailler sans l'autorisation de son conjoint, d'accord? Nos arrière-grand-mères n'avaient pas le droit de s'inscrire à l'université sans l'autorisation de leur conjoint. Donc les droits des femmes, vous n'avez pas le droit de vote, par exemple. Les droits des femmes sont des droits assez récents, récemment acquis dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de France. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la société dans laquelle nous vivons, nous étudions, nous travaillons, nous fondons des familles, etc., n'a pas commencé à se constituer au début du XXe siècle. Je vous prends un exemple qui n'a rien à voir. Je vous dis démocratie. Démocratie, cette forme d'organisation de nos sociétés, n'a pas commencé à se constituer au début du XXe siècle. Elle est le produit de centaines d'années d'histoire humaine qui ont structuré nos imaginaires, nos codes sociaux, nos représentations. C'est vrai en matière de fonctionnement des sociétés, la démocratie, mais c'est vrai dans tous les domaines. Ces 200 000 ans d'histoire ont en profondeur structuré nos sociétés, nos imaginaires, nos codes, nos lois et nos représentations sociales. Et bien c'est aussi vrai en matière de droits des femmes, et c'est ce qu'explique très bien Françoise Héritier, qui est anthropologue au Collège de France, et qui montre bien dans ses travaux comment ces 200 000 ans d'histoire ont en profondeur figé les inégalités entre les femmes et les hommes. Les sociétés ont attribué aux femmes et aux hommes des rôles sociaux différents, mais surtout des rôles sociaux inégaux, et les ont fait perdurer au fur et à mesure des siècles, et les ont tellement fait perdurer qu'ils les ont rendus comme naturels, je mets des guillemets à naturel, c'est ce qu'on appelle la naturalisation des rôles sociaux. Ces inégalités entre les femmes et les hommes sont tellement anciennes qu'elles sont devenues naturelles. Alors, vous allez me dire, bon, me faire remonter 200 000 ans en arrière, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, franchement. Si on pouvait revenir au XXIe siècle, vous avez raison, revenons au XXIe siècle. Cet enfant est né dans votre entourage, d'accord? On ne va pas lire sur la photo si c'est un petit garçon ou une petite fille. C'est pas très important parce qu'il ou elle a 1 an et demi, et à cet âge-là, les enfants n'ont pas encore conscience qu'il y a 2 sexes à peu près fixes dans la société et qu'ils appartiennent à l'un ou à l'autre, d'accord?
C'est entre 2 ans et 2 ans et demi qu'ils en prennent conscience. Mais vous inquiétez pas, parce que si l'enfant, lui, n'en a pas conscience, nous, on va bien lui expliquer très tôt ce que ça veut dire. Par exemple, si on lui offre un body chez Petit Bateau. Je vous laisse regarder. Donc à gauche, jolie, coquette, amoureuse, rigolote, mignonne. À droite, courageux, fort, robuste, vaillant, déterminé. C'est des bodys de 18 mois. L'enfant n'a pas encore conscience de à quel sexe il appartient et éventuellement ce que ça pourrait vouloir dire, que déjà, on va plaquer sur lui tout un imaginaire. Et ça continue à toutes les étapes. Par exemple, campagne de communication pour recruter des conducteurs de bus, hommes ou femmes. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit. Pour recruter, donner envie, hein, c'est un métier mixte évidemment, pour donner envie aux gens de candidater à l'annonce, on va dire grâce à vous, cet homme peut aller au foot, au ciné, au resto, où il veut, quand il veut, et grâce à vous, cette femme peut aller chercher ses enfants à l'école juste après son travail. Et donc là aussi, on voit bien qu'on plaque sur les uns et sur les autres tout un imaginaire. Alors vous allez me dire, écoutez, vous êtes allé chercher sur Facebook et Twitter les trucs les plus trash possibles, on ne va pas se laisser avoir comme ça. C'est vrai, j'avoue, je suis allée chercher des exemples particulièrement parlants. Malheureusement, on trouve aussi ce genre d'exemples dans des campagnes de communication publique, par exemple des campagnes de communication du gouvernement. Par exemple, l'Éducation nationale, qui fait une campagne de com pour recruter 17 000 enseignants. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe. Donc Laura, elle a trouvé le poste de ses rêves. Julien, il a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Laura, elle est donc adossée à la bibliothèque en plein milieu de la journée en train de se caresser délicatement la cheville et de lire, non pas un manuel de physique nucléaire, hein, elle lit un livre de poche. Donc c'est sympa son boulot. Hein. Elle se détend et elle ne fait pas grand-chose de ses journées. Alors que lui, il travaille tard le soir chez lui, les manches retroussées. Et puis sur un ordinateur. Parce que Julien, c'est un homme moderne, il a un ordinateur. Laura, elle n'a pas d'ordinateur. Qu'est-ce qu'elle a, Laura, derrière elle? Des crayons de couleur. Et puis à côté des crayons de couleur, il y a un petit mug. Je ne sais pas si vous voyez le petit mug rose à côté. Bon, c'est rose au cas où on n'ait pas compris que Laura était une fille. Hein. Et puis elle a un mug, Laura. Pourquoi est-ce qu'elle a un mug? Qu'est-ce qu'on boit dans du mug? Dans un mug du thé ou de la tisane. Pas de café. Hein. Ça excite trop et les filles, il ne faut pas trop être excitées. Donc il y a tout dans cette campagne de com. Et évidemment, on s'est renseigné entre-temps, à aucun moment, les personnes qui ont pensé, conçu cette campagne de communication se sont rendues compte qu'ils reproduisaient des stéréotypes assez importants sur la façon d'exercer le métier. Ces deux personnes-là sont censées faire le même métier. On n'a pas du tout le sentiment qu'ils vont faire le même métier. Et surtout, franchement, on n'a pas du tout envie de payer Laura le même salaire que Julien. Enfin, moi, je paye Julien 27% de plus sans aucun problème quand je vois ces images. Ces stéréotypes-là qu'on voit tous les jours dans les campagnes de com, ils ont des conséquences dans la vie professionnelle ou dans la vie politique, dans la vie citoyenne en général. La première des conséquences, c'est l'invisibilité des femmes. Il se passe un truc bizarre dans la société française, mais c'est vrai dans tous les pays du monde. Cette sensibilisation-là, on l'a maintenant présente dans beaucoup de pays dans le monde, et à chaque fois, on rencontre les mêmes problématiques. La première problématique, donc, c'est l'invisibilité des femmes. Il se passe un truc bizarre, les femmes constituent 51% de la population, et dès qu'on commence à monter dans les échelons des responsabilités économiques, culturelles, politiques, administratives, elles ont tendance à disparaître des écrans radars. Par exemple, quand il faut remettre un prix des entrepreneurs, donc là vous avez tous les lauréats du prix, les femmes constituent 30% des créateurs et créatrices d'entreprises. Hein. On n'a pas réussi à la faire sortir du cadre, il y en a une qui est là, et tous les autres évidemment sont des hommes. Ou alors quand on parle de vie politique, par exemple, au Conseil supérieur du Grand Paris, donc là aussi vous avez tous les responsables politiques du Conseil supérieur du Grand Paris, vous en reconnaissez sans doute. Bon, c'est pas le bol, parce qu'au Conseil supérieur du Grand Paris, il y a 20 membres, 19 hommes et une femme. Elle n'est pas sur la photo, j'ai pas compris s'ils avaient oublié de l'inviter ou si c'était à elle qu'ils avaient demandé de prendre la photo, ce qui est aussi une possibilité. Et on voit bien là qu'il y a un décalage entre la présence des femmes dans la société et leur visibilité dans l'espace public. Donc premier problème, les femmes sont invisibles quand on commence à monter les échelons hiérarchiques. Deuxième problématique, c'est qu'on oublie souvent de parler même du sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors ça, c'est pas tout à fait étonnant. Si vous pensez que globalement ça va, tu vas pas te plaindre quand même, l'égalité entre les femmes et les hommes, on y est presque, il n'y a pas trop de raison de parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et résultat, cette illusion d'égalité fait qu'on oublie souvent d'en parler. Par exemple, vous créez un site internet pour une ville, vous créez des dizaines d'onglets, donc c'est Marseille, hein, petite ville de région, personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes en situation précaire, vous avez des
onglets sur tous les types de problématiques. Il n'y a évidemment pas un mot sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou un onglet qui s'adresse aux femmes pour des politiques publiques qui leur seraient dédiées. Autre exemple, le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2013, grand sommet organisé à Paris par François Hollande, qui reçoit l'ensemble des chefs d'État africains à Paris pour discuter de la paix et de la sécurité en Afrique. En gros, de la guerre, pour dire les choses moins joliment. Il y a un tout petit sujet en ce moment dans les zones de guerre en Afrique, c'est ce qu'on appelle les viols massifs, qui sont utilisés comme armes de destruction massive sur les populations. D'accord? Petit sujet. Économique, culturel, de reconstruction, enfin, c'est un sujet juste majeur pour l'avenir des zones en guerre en Afrique. Et bien, le sujet n'est pas abordé une seule fois dans le sommet. Il n'est pas au programme du sommet. Pardon, en fait, il est au programme du sommet, mais il est dans le programme parallèle, dans le dîner des premières dames. Vous voyez, à côté du programme officiel. C'est-à-dire que la question des viols massifs de femmes en Afrique, qui est une question fondamentale pour la reconstruction des zones en guerre, une question économique, culturelle, de survie des sociétés, etc., est abordée dans le dîner des premières dames. Mon objet là n'est pas de lancer un débat sur le statut des premières dames, hein, on en pense qu'on en veut, mais on sait bien que ce ne sont pas des responsables politiques élus qui ont vocation à prendre des décisions politiques qui vont avoir des conséquences sur les populations. Donc première chose, invisibilité du sujet, invisibilité des femmes en tant que personnes. Deuxième chose, on oublie de parler du sujet des droits des femmes, ou on le délègue à des personnes qui sont considérées comme moins importantes, entre guillemets, c'est-à-dire moins responsables que celles qui vont traiter les sujets importants. Et puis la troisième chose, c'est que sans nous en rendre compte, au quotidien, nous traitons de manière différenciée les femmes et les hommes. Je vous prends un exemple, les sportifs. Donc là, c'est des unes de journaux. Vous avez à gauche un Bédimo et Assigné, Gomis, Prescalis, Gaston, et à droite le conte de fées de Mélina et Lyonnais. Donc c'est une du Progrès, un journal lyonnais, qui parle de sportifs hommes et de sportifs femmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans le traitement des sportifs? Donc carrière internationale, eux on parle de leur carrière, elle on parle d'un conte de fées. Donc elle est dans le rêve, hein. Elle a juste remporté une médaille, mais elle est dans le rêve. Eux ils ont remporté les médailles, mais ils signent des gros contrats avec beaucoup d'argent. Et puis comment ils s'appellent ces sportifs? Eux c'est le nom de famille et elle c'est le prénom. Juste comme ça, dans la vraie vie, hein, quelle est la seule catégorie de la population que vous appelez directement par leur prénom? Vous rentrez dans une pièce, dans une soirée, la seule catégorie de la population que vous appelez directement par leur prénom si vous ne les connaissez pas. Les enfants. Les enfants. Donc appeler une femme de manière quasi systématique, parce que ça arrive quand même de manière très régulière dans les médias, par son prénom, c'est pas totalement anodin. Ça a une conséquence dans la façon dont on va regarder cette sportive, différemment de si on l'avait appelée par son nom de famille. Autre exemple, des portraits de responsables politiques. Vous connaissez, c'est les 4e de couverture de Libération. Vous savez, il y a toujours un portrait à la fin. Et bien là encore, sans aucune volonté sans doute de la part du journaliste, mais ils traitent différemment les hommes et les femmes politiques, indépendamment de leurs compétences, mais uniquement à cause de leur sexe. Et là par exemple, c'est sur la question des enfants. Pascal Canfin, en fait c'est lui qui l'a fait remarquer à Najat Vallaud-Belkacem. Il était ministre délégué au développement. Il a fait des dizaines de portraits dans les médias. Tous les journalistes se sont intéressés à ce jeune ministre écolo, etc. Il n'y a pas un seul ou une seule journaliste qui lui a posé la question de la difficulté d'articuler sa vie de père de famille avec sa vie d'homme ministre. Pas une seule fois on lui a posé la question. Vous posez la question à Najat Vallaud-Belkacem, c'est systématique quand on fait un portrait d'elle, qu'il y ait un temps de sa parole qui soit consacré à sa vie privée. Comme si ça avait un quelconque lien avec ses opinions, ses engagements, ses décisions politiques, etc. Et alors pourquoi j'ai mis le portrait de Maria-Arlette Carlotti? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et bien je vous le donne en mille. Libération précise qu'elle n'a pas d'enfant dans son portrait. Comme si c'était un élément important de sa vie politique. Alors tout ça finit quand même par nous amener à la question sur laquelle on achoppe. C'est la dernière partie de la sensibilisation. En fin de soirée, quand on... excusez-moi, problème d'articulation des temps, nous. Quand on finit une discussion sur l'égalité entre les femmes et les hommes, autour d'une machine à café ou en famille, généralement vous arrivez assez rapidement à ce constat. Bon, d'accord, je suis d'accord avec toi sur l'égalité, c'est pas toujours le cas. La majorité des gens vous disent quand même ça, mais quand même, tu peux pas dire les femmes et les hommes, c'est pas pareil. Hein, tu peux pas dire les femmes et les hommes, c'est pas pareil.
Alors, je ne vous propose pas qu'on fasse descendre un homme ici, qu'on le mette à côté de moi, pour qu'on se rende compte qu'en effet, c'est pas tout à fait pareil les femmes et les hommes. Hein, bon. Je ne vous propose pas de faire un débat là-dessus, parce que je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'après 100% des gens doués de raison dans la société française et dans le monde sont au courant et sont d'accord que les femmes et les hommes, c'est pas pareil. Par exemple, il y en a qui sont XX en termes de chromosomes, et d'autres XY, d'accord? Il y en a qui ont des seins, et il y en a qui ont, je fais des généralités, hein, une pilosité plus importante, je fais des généralités. D'accord? En général. Bon. Donc c'est pas pareil, les femmes et les hommes. Mais quand les gens vous disent, quand même, tu peux pas dire, les femmes et les hommes, c'est pas pareil, ils vous parlent des seins et des poils? Ils vous parlent de XX et XY? Non. Quand les gens ils vous disent, les femmes et les hommes, c'est pas pareil, c'est pas de ça dont ils vous parlent. Ils vous parlent de comportement, de sensibilité, de façon d'appréhender les choses, de s'occuper des enfants, etc., etc. Donc quand les gens vous disent, quand même, tu peux pas dire les femmes et les hommes, c'est pas pareil, ils vous disent en gros ce qu'on entend assez régulièrement à la télévision, à la radio, ou dans la bouche de responsables politiques ou économiques importants. Par exemple, Christine Lagarde, qui en gros vous explique que les femmes et les hommes font de l'économie différemment, puisque avec nos hormones, on fait de l'économie différemment. L'économie, ça se fait pas avec les hormones, hein, ça se fait avec le cerveau. Mais bon, France Inter qui vous explique qu'un jazzman met en œuvre sa sensibilité, utilise sa sensibilité féminine. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était pendant la primaire à l'UMP, qui dit « Moi, je fais pas la course aux signatures, vous savez, pendant la primaire avec Fillon et Copé. C'est un jeu de garçon, moi, je suis une fille. » Sous-entendu, les filles font de la politique différemment. D'accord? Et puis, Ségolène Royal, qui étonnamment, ou non d'ailleurs, est d'accord avec Christine Lagarde, et lui explique que si les femmes avaient dirigé les grandes banques, on n'aurait pas eu la crise. Je vous propose de laisser de côté l'analyse du capitalisme de cette personne, mais c'est quand même intéressant. Bon, mais on pourra en revenir. Mais c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'elle pense que les femmes font aussi de l'économie différemment. D'accord? Donc là, ça voudrait dire, si on suit ce que racontent ces personnes-là, et si on suit ce que dit souvent le bon sens commun, c'est qu'il y aurait une sensibilité féminine, alors que les garçons, vous pourriez nous prendre de temps en temps. Le jazzman, par exemple, l'a prise un peu. Et une sensibilité masculine. Il y aurait donc une façon de se comporter spécifique des femmes, notamment en matière d'économie ou de politique, mais on peut élargir, pourquoi pas, d'enseignement, de faire des tâches ménagères, etc. Et une façon particulière de s'occuper des hommes, de se comporter des hommes. Cette question, elle n'est pas anodine, parce que ça va être très compliqué de faire l'égalité si on considère qu'on a des rôles, des compétences, des sensibilités différentes entre les femmes et les hommes. D'accord? Si on considère, résultat, que les femmes sont par exemple sont meilleures, par exemple, pour faire le ménage. Ça va être compliqué de faire la répartition des tâches domestiques. Oui. Donc, pour répondre à cette question, on s'appuie sur les travaux d'une neurobiologiste qui s'appelle Catherine Vidal, qui est neurobiologiste à l'Institut Pasteur, et qui étudie le cerveau. Qui dit, bon, peut-être faisons une hypothèse, peut-être que les femmes ont une sensibilité féminine particulière, peut-être que les hommes ont une sensibilité masculine particulière. Si c'est vrai, ça doit pouvoir se montrer à un moment ou à un autre dans le cerveau des individus. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir trouver dans le cerveau des femmes quelque chose qui nous est commune à toutes et qui fait que nous avons une sensibilité particulière et telle ou telle compétence. Si les femmes font de l'économie différemment, ça veut dire que dans notre cerveau, nous devrions être capables de trouver une trace de ça. Si les hommes font de la politique différemment, nous devrions être capables dans le cerveau des hommes de trouver une trace de ça. Donc on va aller regarder dans le cerveau. Peut-être qu'on va trouver un truc qui nous rend particulièrement, je sais pas, nous les femmes, sensibles à l'odeur de liquide vaisselle par exemple, ce qui pourrait expliquer, attention, je ne dis pas justifier, mais ce qui pourrait expliquer qu'on fasse encore en 2014 80% des tâches domestiques. Donc regardons dans le cerveau, d'abord regardons la forme des cerveaux. Vous avez 8 cerveaux à l'écran, 4 cerveaux de femmes, 4 cerveaux d'hommes. Je ne sais pas si on peut éteindre. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas deux cerveaux qui se ressemblent. Bon, vous allez me dire trop facile, on sait bien que ce n'est pas la forme du cerveau qui compte, c'est le fonctionnement. Très bien, regardons le fonctionnement du cerveau. On a fait passer des IRM à des individus pendant un test de calcul mental. Vous avez à l'écran que des cerveaux de gens qui ont réussi l'exercice, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez les zones vertes dans les cerveaux. C'est les petites zones que les gens utilisent pour répondre à la question qui leur est posée. Il n'y a pas deux personnes qui résolvent le calcul mental de la même manière, que ce soit des femmes ou des hommes, indépendamment de leur sexe. Et bien c'est pareil ici. Si je vous dis 2 plus 2 égale, normalement tout le monde a pensé 4, d'accord, en même temps, mais personne n'aura activé les mêmes zones de son cerveau pour répondre à la question.
Pourquoi? Parce que quand nous sommes venus au monde, vous, moi, comme 100% des individus à la surface de cette planète, à peine 10% de nos connexions neuronales étaient effectives, celles qui permettent de faire ce qu'on fait quand on est un nourrisson, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. 90% des autres connexions, celles qui vous permettent notamment de répondre à 2 plus 2 égale, d'écouter, de prendre des notes, éventuellement de vous barrer, etc. Toutes ces connexions neuronales-là sont constituées au cours de l'enfance et de l'adolescence. Et donc dépendent de la façon dont vous avez été éduqué et socialisé. Ce qu'on peut retenir de cette slide-là, c'est donc que ces gens n'ont pas eu le même prof de maths. Mais c'est vrai pour les maths, c'est vrai pour tout. Si depuis que vous êtes tout petit, on vous offre un fer à repasser à Noël pour imiter un geste que vous voyez à la maison, ou qu'on vous offre un dinosaure à mettre dans une voiture de Batman, c'est bizarre, mais vos connexions neuronales qui gèrent votre imaginaire, elles ne vont pas se développer tout à fait de la même manière. Si depuis que vous êtes tout petit, dans la cour de récréation, vous occupez 90% de l'espace pour jouer au foot, ou 10% pour jouer à la marelle ou à l'élastique, c'est bizarre, mais vos connexions neuronales de représentation dans l'espace et de sens de l'orientation ne vont pas se développer tout à fait de la même manière. Et ça, on peut le mesurer à travers des enquêtes qui ont été faites sur des jeunes enfants. On leur demande de répondre à la question, est-ce que c'est la même forme? C'est un test de rotation mentale en 3D. Bon, c'est assez facile, c'est la même forme, vous alliez trouver évidemment. À votre avis, ce sont les filles ou les garçons qui réussissent mieux? Pareil. Les garçons. Ça dépend en fait. Si vous annoncez avant l'exercice que c'est un exercice de géométrie, les garçons réussissent mieux que les filles. Si vous dites que c'est un exercice de dessin, les filles réussissent mieux que les garçons. C'est le même exercice, hein. D'accord? On fait des tests sur des classes identiques. Il y en a qui n'y croient pas. C'est le même test. On fait le test dans une classe, on dit c'est un test de géométrie. On fait le test dans la classe d'à côté, même niveau, même etc. On dit c'est un test de dessin. On fait ça sur des milliers de classes. En France, aux États-Unis, en Suède, en Chine, partout. C'est les mêmes résultats. On annonce que c'est des géométries, les garçons réussissent mieux. On annonce que c'est du dessin, les filles réussissent mieux. Globalement, ils ont le même résultat. Hein. Les filles et les garçons, dans les mêmes proportions, savent répondre à l'exercice dans les mêmes proportions. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, les filles vont s'auto-censurer face à l'exercice de géométrie, parce que les maths, c'est plus valorisé socialement, c'est plus dur, c'est un truc de garçon, alors que les garçons vont se relâcher sur l'exercice quand on annonce que c'est du dessin. Je ne fais pas de moi de hiérarchie sociale entre la géométrie et le dessin, ou les maths et le dessin. Hein. J'ai fait une fac d'histoire, je suis plutôt littéraire, ok, bon. Sauf que quand l'enfant rentre de l'école avec son bulletin de notes, on va d'abord regarder la note en maths avant de regarder la note en dessin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants, ils ont 10 ans, ils sont déjà conditionnés à se comporter différemment en fonction non pas de leurs compétences, mais uniquement en fonction de leur sexe. Et ça continue tout au long de la vie. Par exemple, chez les clarinettistes. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre la clarinette et les droits des femmes? Alors, je vous donne un petit moyen mémotechnique à revenir facile. Hein. Il y a toujours un rapport sur tous les sujets avec les droits des femmes. Comme ça, c'est assez facile de s'en souvenir. Si vous vous posez un jour la question, il y a peut-être un sujet sur les droits des femmes, la réponse est toujours oui. Comme ça, c'est facile. Donc, c'est quoi le rapport avec la clarinette? Pendant des années, les grands orchestres nationaux n'ont recruté que des clarinettistes hommes. Il y avait des femmes qui passaient l'examen, mais il n'y avait que des hommes qui étaient pris. Un jour, il y a quand même quelqu'un qui a posé la question au jury en disant « c'est bizarre ». Qu'a répondu le jury? Écoutez, nous, on est un jury neutre et impartial, on ne juge que sur la compétence. D'accord? On va quand même pas recruter des femmes parce qu'elles sont femmes, ça serait quand même super injuste. Tout le monde est d'accord? D'accord? Tout le monde ne peut être que d'accord avec ces deux phrases-là. Sauf qu'un jour, rien à voir avec l'égalité entre les femmes et les hommes, ils ont changé les modalités de passage de l'examen. Il y avait un débat dans la profession sur la façon de tenir l'instrument, je ne sais quoi. Bon, bref, ils ont rajouté une façon, quelque chose sur l'examen. C'est qu'ils ont mis un rideau noir devant les candidates et les candidats pour que le jury ne juge plus qu'à l'oreille et sans voir les candidates et les candidats. À votre avis, c'est passé quoi du jour au lendemain? Ils ont recruté des femmes. Du jour au lendemain, ça n'a pas mis 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un jour où ils n'ont pas recruté de femmes, et à partir du moment où ils ont mis le rideau noir, à tous les examens, ils se sont mis à recruter des femmes dans la même proportion que les femmes passaient l'examen. Il y avait à peu près 30% de femmes qui passaient l'examen, il y avait 30% de femmes prises, à peu près. Plus 2, moins 2, bon, voilà, on n'est pas à 2 près, mais globalement, c'était la même proportion. Ça veut dire quoi? Je fais un petit retour en arrière. Nous, on est un jury neutre et impartial, on ne juge que sur la compétence. Ben, c'est pas vrai. Sans s'en rendre compte, à l'insu de leur plein gré, on pourrait dire, le jury de la clarinette sélectionnait d'abord en fonction du sexe,
il regardait les hommes, et parmi les hommes, il prenait les plus compétents. On va quand même pas recruter des femmes parce qu'elles sont femmes, ça serait quand même super injuste. C'est pas ça qui se passait. Il y avait des femmes compétentes qui étaient refusées à l'examen uniquement parce qu'elles étaient XX et qu'elles avaient des seins. Et en aucun cas à cause de leurs compétences. Alors vous allez me dire, bon, c'est la clarinette, c'est peut-être un peu différent. Hein. Ben, on va regarder chez des gens qui sont artistes un peu différemment. Par exemple, à l'ENA. Vous connaissez l'École nationale d'administration? À Strasbourg. Il y a un Strasbourgeois ou une Strasbourgeoise, comme ça. À l'ENA, je peux écrire là-dessus. À l'ENA, vous avez 45% de femmes qui passent l'examen écrit. C'est une épreuve anonyme, d'accord? Après l'écrit, on arrive à 43% de femmes reçues, enfin admissibles, d'accord? Donc on est à peu près dans les mêmes proportions. Et bien après l'oral, 30% de femmes reçues. Donc il y a évidemment une part d'autocensure des femmes elles-mêmes, qui au moment d'arriver à l'examen vont intégrer un certain nombre de stéréotypes et se comporter différemment parce que l'examen est très valorisé socialement. Mais il y a aussi, c'est sûr, un filtre du jury de l'ENA, comme du jury de la clarinette, qui, à l'insu de son plein gré, sans s'en rendre compte, va faire fonctionner les stéréotypes. Et alors, loin de moi l'idée de généraliser trop facilement, mais si ces stéréotypes existent chez les enfants de 10 ans qui font un exercice de maths ou de dessin, si les stéréotypes existent chez le jury de la clarinette, et si les stéréotypes existent au jury de l'ENA, il y a à peu près 350% de chances que le stéréotype existe chez chacune et chacun d'entre nous. Et que donc au quotidien, quand nous travaillons, nous agissons, nous interagissons, nous faisons cours, nous interagissons en classe, nous présentons un exposé, peu importe, nous reproduisons sans même nous en rendre compte un traitement différencié entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Et de fait, nous reproduisons des inégalités. Et c'est pour ça que la conclusion de cette sensibilisation, c'est que l'égalité n'est pas naturelle. Je mets des guillemets à naturelle. L'égalité n'est pas naturelle. Ce qui nous semble naturel dans nos sociétés, ce à quoi on est totalement habitué, ce sont les inégalités entre les femmes et les hommes. Si on veut faire l'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit dans une entreprise, dans un cours, dans une politique publique, dans la maison, peu importe, ça demande un effort particulier. Ça demande d'aller quasiment contre nature. Je mets des guillemets à nature, ça n'a évidemment rien de biologique. Et cet effort, il est particulièrement important. C'est la dernière anecdote, enfin expérience que je vous raconte, puis ensuite on pourra en discuter, qui permet de mesurer à quel point cet effort pour faire l'égalité est particulièrement difficile. On a fait une enquête, c'est une enquête qui a été faite là encore dans beaucoup de pays européens, aux États-Unis, en Asie, etc., en Amérique latine. On met une caméra d'angle dans une classe et on filme toute la classe pendant une semaine, d'accord? Une classe de CP, peu importe. Et on calcule les interactions entre l'enseignant ou l'enseignante, hein, c'est les mêmes chiffres que ce soit une femme ou un homme qui fait la classe, et les élèves. On compte. Et bien, sans qu'à aucun moment, ni les élèves, ni les profs, ni les parents d'élèves ne s'en rendent compte, l'enseignant interagit à 70% avec les petits garçons et à 30% avec les petites filles. Ça veut dire que les jeunes femmes qui êtes ici, pendant toute votre scolarité, c'est une moyenne, hein, ça dépend évidemment des profs, etc., mais en moyenne, vous avez été 2 à 3 fois moins sollicités, stimulés donc, que les petits garçons. Évidemment, quand on dit ça, personne ne vous croit. N'importe quoi, ou alors on va essayer de trouver des excuses. C'est parce que les garçons sont plus turbulents. Donc c'est normal qu'on ait plus d'interactions avec eux. Sauf que quand on filme toutes les interactions dans une classe, on peut aussi regarder les interactions directes. Par exemple, je suis prof, j'écris un truc au tableau, je me retourne et j'interroge quelqu'un au hasard. La salle est calme, j'interroge quelqu'un au hasard. Et bien on est là aussi à 70% avec les petits garçons et 30% avec les petites filles. Donc, vous imaginez bien qu'on montre ça aux profs, d'abord ils ne nous croient pas, ensuite ils regardent la vidéo, ils se disent « Ah oui, il y a peut-être un sujet ». Donc, la semaine suivante, que les profs sont quand même des gens plutôt attachés à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'égalité tout court, ils vont faire la classe de manière égale entre les filles et les garçons. Et ils vont essayer de répartir équitablement la parole. Le prof fait la classe, la caméra continue à tourner. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée? Systématiquement, il y a 1, 2, 3 ou 4 petits garçons qui se lèvent, qui viennent voir l'enseignant ou l'enseignante et qui disent « Bah alors, vous ne nous aimez plus? Vous boudez? On est punis? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc un sentiment d'abandon de la part des petits garçons. Le prof ou la prof, assez catastrophé, se tourne vers la personne qui fait l'expérience et qui dit « Vous voyez ce que vous me faites faire hein, avec vos trucs? Je tombe dans l'extrême inverse. Je suis allé trop loin. » Vous avez déjà entendu cet argument de « Ouh là là, attention, on va aller trop loin, on va tomber dans l'extrême inverse. » Ok, bah on va regarder la caméra, puis on va compter les interactions.
À votre avis, les profs qui vont le plus loin dans l'expérience, ils sont à combien de pourcents d'interaction avec les uns et les autres? Combien? Vous ne savez pas. Ils sont à 55 avec les petits garçons et à 45 avec les petites filles. D'accord? Ceux qui vont le plus loin possible. Ça veut dire quoi, cette expérience? Ça veut dire que d'abord, quand vous voulez faire l'égalité, généralement, vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est tellement ancré dans nos mentalités, nos comportements, nos façons d'être, nos façons d'agir, nos rapports sociaux entre les individus. C'est tellement intégré que quand on essaie de faire l'égalité, et je soupçonne les profs de vouloir essayer très fort, on n'y arrive pas du premier coup. Mais la deuxième chose qui est la plus intéressante dans cette expérience, c'est la réaction des petits garçons. Dès que vous commencez à vouloir faire de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça résiste. Ça résiste. Parce que ça va tellement chambouler l'organisation de la société qu'il y a évidemment une partie de la société qui va résister sans même s'en rendre compte, sans le formuler en tant que tel. Les petits garçons qui disent « bah alors on est abandonnés », alors qu'ils ont toujours un temps de parole supérieur. Hein. À aucun moment ils se rendent compte de ça. Ils voient juste qu'il y a un changement. Et l'égalité, ça va évidemment inclure un changement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et donc cette expérience, elle montre que l'égalité n'est jamais naturelle, que faire l'égalité, ça demande un effort particulier, et ça demande même un sacré effort, parce que même quand on essaye, généralement, on n'y arrive pas du premier coup. Je vous remercie pour votre attention, hétérogène, mais néanmoins attention. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des remarques, des points de désaccord, des anecdotes, etc. Je crois qu'il y en a qui ont plein de trucs à dire par là-bas. J'ai senti une envie de dialoguer de ce côté-là de la salle. Ouais. Si, d'après ce que vous expliquez, effectivement, c'est l'inégalité qu'on crée dans notre société, mais dans l'éducation en fait, en elle-même, parce que c'est l'héritage finalement. Parce que je réfléchissais tout à l'heure à ce que vous disiez sur le cerveau, l'analyse neuroscientifique. Il y a une analyse psychologique qui est donnée. Voilà, alors, pardon, je reprends ma question. Donc, d'après ce que vous disiez, l'inégalité est ancrée aujourd'hui dans l'éducation des enfants, puisque on voit bien sur ces enfants de 18 mois, ces petits 18 mois où effectivement on remarque largement après ce que d'un point de vue psychologique on peut appeler aussi la surmasculinisation des hommes, parce qu'il n'y a pas que la surféminisation des femmes, il y a aussi le fait que un homme ça pleure pas. Donc par définition, ça doit être dur, ça doit être rustre, ça doit être voilà. Donc si on parle, voilà, je voulais juste remettre l'égalité aussi dans les deux sens. Et bien que nous on en souffre moins, effectivement, dans notre société, on n'a pas les mêmes problématiques. Ce que je voulais juste voir, c'est est-ce que vous avez, enfin, comment on peut imaginer mettre en place des choses pour que les mamans n'éduquent pas leurs petits garçons comme des over petits garçons, et les papas n'éduquent pas leurs petites filles comme des over petites filles, et je prends un stéréotype volontairement pour que les pères s'occupent des filles et les femmes... voilà. Je suis volontairement dans l'exagération, mais c'est quoi ça paraît un peu peine perdue des fois, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc c'est quoi c'est quoi le point de départ? Si on avait trouvé, on aurait réglé le problème depuis longtemps, je pense. Les inégalités, elles sont multifactorielles. Donc, évidemment, on pourrait dire qu'il faut commencer par la crèche. Bon. Sauf qu'en fait, quand l'enfant est à la crèche, même s'il a